On voulait absolument, depuis le décès de Jacques Brodeur en décembre 2020 du Covid à Québec, lui rendre hommage d'une manière ou d'une autre. On était un petit peu sur les starting blocks et on s'était dit que le Covid nous ficherait un petit peu la paix à l'automne, après l'été. Et puis en fait, il est encore bien là. Donc on va faire avec. Je remercie tous les gens qui se sont déplacés d'Île-de-France, du 19e, de province, qui sont habitués au colloque d'alerte ou qui s'intéressent au numérique ou à la thématique. Un petit clin d'œil pour lancer cette journée. On voulait que Jacques soit encore un petit peu avec nous. Et donc, on va vous passer une courte vidéo pour introduction. Ensuite, je passerai la parole à nos deux modératrices de la matinée et ensuite à nos intervenants. Donc, ce sera très vite le vif du sujet. On peut montrer à des enfants de maternelle que l'animal qui est dans la maison chez eux, qui s'appelle écran, il est plus gourmand qu'un lion, qu'un crocodile et qu'un boa. L'animal. Et si tu ne domptes pas l'animal, l'animal ne te mangera pas au complet. Il ne mange pas tes bras, il mange ton attention. C'est un animal chronophage. Il faut donc rendre l'enfant capable de maîtriser l'écran et de lui dire « Tu te tais, tu fais des dos la petite télé ». Dans le dictionnaire Larousse, la première définition du mot « écran », c'est ce qui empêche de voir. Et qu'est-ce que les enfants ne voient plus avec un téléphone à la maison, dans les mains de son papa, de sa maman ou dans ses propres mains? Ils ne voient plus son papa et sa maman. Et c'est un obstacle à la communication. On s'imagine, nous, que c'est merveilleux. Il glisse son doigt sur l'écran et il va faire apparaître des logos et des petits dessins. Il va même peut-être apprendre l'espagnol ou l'anglais avec la tablette. Non! Votre enfant, il a besoin de parler avec vous. Vous connaissez pas l'anglais, papa et maman, mais apprenez quelques mots et montrez-les à votre enfant. Votre enfant, il a besoin de votre regard, pas de regarder vos yeux, regarder un écran. Il a besoin de vous, votre enfant. J'ai vu une petite fille célébrer son anniversaire. Son papa est allé aller chercher la nourriture qu'elle avait choisie. Il est apporté. Il a déposé ça devant elle, elle a mangé tout seul. J'ai aucun mot de conversation, sauf qu'est-ce que tu voudrais avoir pour dessert. C'est dramatique. C'est des enfants mis au monde par des gens qui les abandonnent parce que le papa était occupé, bien sûr, sur son téléphone. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce colloque. Alors, pour commencer, nous allons faire un petit sondage parmi vous. Qui est convaincu de l'impact des écrans sur nos enfants? Levez la main. Bon, nous avons donc une assistance, a priori, qui est là pour avoir de nouvelles informations, pour être nourrie du terrain, pour être nourrie des experts, des scientifiques, des médecins, des sciences sociales. Vous êtes à la bonne place ce matin. Et donc, nous allons débuter cette journée avec quelques mots d'introduction, un petit teasing par Barbara. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis en totale improvisation. En tout cas, c'est vrai que de revoir Jacques sur grand écran, ce jour-là, j'avais eu la chance de l'accompagner, loger à la maison. Et donc, pour moi, ça a été un véritable plaisir de partager avec Jacques. Jacques nous a beaucoup appris. Quand je dis nous, parce qu'en fait, individuellement, à moi, il m'a beaucoup appris. Et aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir une équipe alerte qui s'agrandit parce que malheureusement, les besoins sont présents, sont là. Et donc, on continue à transmettre. Et donc, ça, c'est la force aussi que Jacques nous a laissée, en fait, c'est de pouvoir transmettre toute sa pédagogie, toute sa joie. Il m'arrive parfois, et je le dis avec beaucoup d'humour, c'est que tellement je me suis imprégnée en observant Jacques sur le terrain, etc., on est déjà venu m'interpeller en me disant « mais vous ne seriez pas québécoise ?» à la fin. Et donc j'ai tellement vécu un petit peu au rythme de Jacques à un moment donné que ça a été un véritable plaisir. Et donc je suis ravie d'être là, déçue qu'il n'y ait pas plus de monde, beaucoup d'inscriptions, mais moins d'inscriptions que d'habitude, mais beaucoup d'inscriptions et du coup peu de déplacements. On sait que le contexte reste encore difficile, mais c'est quand même un plaisir de vous avoir là pour de la vraie. Et donc je te laisse, je repasse la parole à Isabelle Bas. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À plus tard. Donc, nous allons proposer à Linda Pagani de venir nous rejoindre. Elle est professeure et chercheure à l'Université de Montréal. Elle est professeure en psychoéducation et elle a un groupe de recherche sur les environnements scolaires.
Vraiment, son cœur, c'est le travail sur les liens qu'il y a entre les habitudes, les contextes de vie, c'est-à-dire télévision, sport, addiction, et ce qui intéresse tous les parents et normalement les enseignants qui sont impliqués, c'est-à-dire la réussite scolaire de nos adolescents et aussi leur épanouissement personnel, parce que, in fine, c'est ce que nous souhaitons tous à la nouvelle génération. Donc, bienvenue à Linda Pagani. Merci tout le monde. Je suis très reconnaissante d'être ici. Évidemment, Jacques n'est pas là et ça, il nous manque beaucoup. Aujourd'hui, nous allons lui rendre hommage. Jacques était un homme préoccupé par les facteurs de risque contre le vrai bonheur chez les jeunes. Son objectif était que les gens apprécient l'interaction familiale, sociale, l'activité physique. Il était un éducateur en activité physique. Et il voulait aussi que les gens apprécient les merveilles de la nature. Alors, c'était quelqu'un qui était vraiment en contact avec le développement humain et l'évolution humaine. Aujourd'hui, je lui rends honneur. On a eu plusieurs conversations ensemble. Il aimait ça, et il me posait beaucoup de questions, puis je devais revenir avec les réponses. C'était un plaisir pour moi. Donc, aujourd'hui, on a l'ordre du jour. Je vais vous parler des médias et l'intelligence artificielle. Nous allons faire un survol de mes résultats de recherche. Nous allons aussi parler pourquoi Jacques était si préoccupé. Et on va terminer avec les nouvelles directives de mode de vie de l'Organisation mondiale de la santé où je suis chercheur. Alors, les médias sur écran et l'intelligence artificielle sont destinés à nous protéger. Systèmes de surveillance, des systèmes d'alarme, la météo, les nouvelles, les actualités. Nous informer selon notre stade de développement, nous faciliter la vie, nous la rendre efficace, efficiente. La calculatrice, c'est un bel exemple. Nous réseauter pour communiquer, c'est un besoin humain depuis depuis le début de notre humanité. Donc, nous réseauter par le téléphone, les médias sociaux, les messageries. Nous divertir selon notre stade de développement. J'ai plusieurs patients qui sont adultes dans la trentaine, qui sont vraiment, ils trouvent du plaisir et ils s'inspirent, ils ont de la motivation avec des jeux vidéo comme loisir. Alors, il y a du bon. Et il y a du pas bon. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des deux. Alors, ici, j'aimerais juste faire une remarque rapide parce que nous avons des enjeux générationnels qui sont assez importants. Puis, c'est un grand éléphant dans la salle. OK? Parce que, on a les baby boomers qui sont nés entre jusqu'à 1946. Ceux qui ont donné naissance aux baby boomers sont avant, c'est entre les deux guerres. Donc, après ça, nous avons les baby boomers qui sont jusqu'à 1960, disons. Les baby boomers, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale, puis il y a une hausse économique, un pouvoir économique extraordinaire. Cette génération a vécu une énorme injection de motivation humaine. Alors ensuite, les baby boomers ont donné naissance à Génération X. Génération X est entre 1961 et 1980. Génération X étant les enfants des baby boomers, sont des personnes qui ont appris que l'effort plus pratique égale succès. Simplement, la main à la pâte. Alors, ensuite,
Puis, génération X Génération X sont des personnes qui n'ont pas vraiment vécu des grandes guerres. La seule chose, c'est qu'ils ont appris des choses de leurs parents par rapport à tout ça. On n'avait pas beaucoup d'interférences par les médias. Ensuite, Génération X a donné naissance à Génération Y. Génération Y, c'est entre 1981 et 95. Ça, c'est une génération qui a vu les fax, le email, l'Internet. C'est une hausse en technologie extraordinaire. Et tout ça a à faire avec la communication. Puis ensuite, on a aussi un grand développement dans les jeux. Le jeu à la télé était arrivé et c'était quelque chose de très nouveau. Alors, cette génération aussi a vécu les attentats de terrorisme. Alors, quand ils étaient jeunes, ils ont vécu beaucoup de sentiments de danger. Il y a eu beaucoup de messages véhiculés qu'il y avait du danger autour. OK? Ensuite, on a aussi Génération Z qui est en partie Génération X qui a donné naissance à Génération Z. Ça, c'est les plus jeunes aujourd'hui des millénaires. Parce que les millénaires, quand on les appelle les millénaires, sont tous ceux qu'on dirait qui sont affectés par l'Internet, dès le début de l'Internet. Donc, Génération Z, c'est après 1995. Cette génération est intéressante aussi parce que non seulement ils ont vécu, ils étales tout petits, il y a eu des attentats terroristes, alors ils voyaient leurs parents collés à la télé. Il y a eu les émissions de télé-réalité qui ont pris la hausse. Et il y a aussi la pandémie, alors tous ces sentiments de danger. Et en Amérique du Nord, je ne sais pas ici comment c'est, mais en Amérique du Nord, il y a eu aussi des fusillades dans les écoles secondaires. Alors, toutes les écoles où moi j'ai franchi les portes, c'est par on cogne, il y a un intercom. Maintenant, c'est super, vraiment, ils ont extra sécurité. Donc, et je parle juste des écoles publiques. Donc, imaginons toutes les écoles privées, publiques. Alors, il y a ce sentiment de danger. Tout ça, c'est important. C'est important à comprendre que ces gens-là ont aussi, les millénaires, ont vécu quelque chose que Génération X et les baby boomers n'ont pas compris, n'ont pas vécu. C'est cette facilité à communiquer. Parce que moi, je suis née en 64. J'ai été comme vous à l'adolescence. J'étais collée au téléphone après l'école jusqu'au moment que ma mère me dit « C'est fini ». Puis elle décroche. Alors, c'est ça. Donc, aujourd'hui, les millénaires, donc génération Y et Z, comme on dit, ils sont très attachés à leur téléphone. En fait, en tant que clinicienne, chercheuse, je trouve ça très, très difficile quand je rencontre mes patients qui ont 10 ans et qui ont un téléphone. C'est quoi l'urgence? C'est quoi le message? Le message qu'on donne, puis je dis ça aux parents, le message qu'on donne, c'est qu'il a besoin d'un téléphone. C'est ça le message. Parce que mes parents me donnaient un 25 sous. Puis ils me disaient, ben s'il y a un problème, tu parles avec la secrétaire de l'école. Mais c'est ça. Donc, ils sont très attachés. Les plus vieux les plus vieux dans l'équipe, là, sont dans la jeune trentaine, sont très attachés à leur téléphone pour des jeux vidéo parce qu'eux, ils ont vécu vraiment l'expansion et tout cet aspect-là. Ceux au milieu, c'est plus les médias sociaux.
Donc, ceux dans la jeune vingtaine jusqu'à la trentaine, c'est important, les jeux vidéo, mais c'est plus l'aspect social. Ils sont beaucoup sur des différentes plateformes de communication. Et nous avons une neuroscientifique aujourd'hui qui va nous raconter comment c'est important pour eux. Ils s'accrochent, puis les messages de rejet, d'acceptation, etc. Puis ensuite, on a les plus jeunes qui sont un petit peu accros, mais sont plus... c'est comme qu'ils naviguent dans cette grande brume de médias sociaux, influencers, il y a beaucoup de gens d'influence et il y a évidemment toutes ces informations que eux ils pensent parce que c'est normal. Quand on commence à lire, on lit pour apprendre et on commence à apprendre sur l'Internet, mais ils n'ont pas appris encore qu'est-ce qui est des bonnes informations, qu'est-ce qui ne sont pas des bonnes informations. Ça peut être un problème. Donc, on se croit très intelligent en raison de tous ces avancements technologiques. La vérité demeure que dans les dernières années, avec génération Y et Z, on a vu un décroissement en intelligence fluide. Je vais vous expliquer ça. Entre les années 30 et les années 80, on a vu une augmentation. On appelle ça l'effet Flynn, une augmentation en intelligence fluide. Intelligence fluide, c'est le raisonnement, la démarche réflexive, la résolution de problèmes. C'est pas basé sur nos connaissances qu'on a appris à l'école. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment inné. On a vu pendant cette période une capacité de penser logiquement de façon très bien. Et probablement, c'est dû au fait que il n'y avait pas beaucoup d'interférences. On a fait beaucoup de lectures. C'était des choses qui requièrent l'effort soutenu. Et l'effort soutenu, dans ma spécialité en clinique, je sais, je travaille beaucoup avec le TDA. L'effort soutenu est très important pour l'acquisition des connaissances. Donc, on a vu cette hausse jusqu'aux années 80. Alors, c'était un effet croissant jusqu'aux années 80. Ensuite, on commence à voir un effet décroissant. N'oublions pas que la plupart des maisons avaient une télé dans les années 70. Alors, tout le monde était collé à la télé. Ça, c'est probablement une partie de ça. Il y a aussi les femmes qui sont retournées en masse critique au travail. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis les années 90, l'effet semble en décroissance. Alors, nous avons toutes l'augmentation qu'on a eue est en décroissance. Alors, tout ça, c'est très intéressant parce que ça indique que l'effort requis pour faire des choses semble important pour l'évolution humaine. OK? L'effort soutenu dans les activités qu'on fait. Donc, je me pose la question, est-ce que la technologie est trop rapide pour notre adaptation? Alors, faisons un survol rapide de l'évolution humaine. Il y a 6 millions d'années, on commence à marcher sur 2 pieds. Ensuite, donc on s'en va fast forward, on s'en va il y a 2,5 millions d'années, on commence à grogner pour communiquer, OK? On commence à se faire des outils, mais des outils extrêmement rudimentaires. Hein? On prend une roche, OK, on a fait ce que... Alors, on a développé une certaine capacité il y a 2,5 millions d'années. Mais on est allé de 6 millions à 2,5 millions d'années. Puis ensuite, toutes les grandes
tous les grands aspects technologiques qu'on a vus entre 2,5 millions d'années et maintenant, ça s'est passé il y a 100 000 ans. Il y a 100 000 ans, juste pour vous donner une idée, on a commencé à vraiment développer le langage autre que grogner, donc un vrai langage. Ça a commencé en fait avec les mamans qui chantaient à leur bébé, puis ensuite, ça s'est développé plus. Et on a commencé à faire des outils beaucoup plus importants et on a commencé à penser à nos vêtements. Les vêtements pour se couvrir, pour se garder chaud, ça c'est brillant. Ça commence à être très brillant. Mais voyez-vous, ce que je vois aussi, c'est que ça a pris longtemps à faire tout ça, là. Puis là, pouf! Depuis les années 80, depuis la télé, en fait, depuis le téléphone, alors depuis les années 20. Alors, cet effet que nous avons vu en décroissance, en intelligence fluide, a eu un impact sur l'intelligence émotionnelle. OK? Parce que l'intelligence émotionnelle et l'intelligence fluide sont interconnectées de façon assez importante. Disons que c'est une conversation un petit peu théorique à dire lequel vient en premier, mais je dirais qu'on a besoin d'une certaine intelligence pour ensuite gérer notre capacité émotionnelle à reconnaître, à comprendre, à réguler nos propres émotions, à décoder les émotions des autres et de prendre des décisions par rapport à ça et à réagir en fonction du codage des émotions. Ça prend une certaine intelligence. Ça prend une certaine expérience, une expérience active qui requiert un effort soutenu. Alors, on voit tout de suite les mots importants qui reviennent. Hein? Effort soutenu, intelligence fluide, intelligence émotionnelle. Alors, la génération Y et Z, donc les millénaires, c'est ce qu'on appelle Generation Me en anglais. Ça veut dire génération moi. Et les baby boomers et la génération X, comme moi je suis génération X, on est génération nous. Okay? Donc, Generation We, on pense à la collectivité des gens, et eux, ils sont Generation Me. Alors, tout ça, c'est important parce que, rappelons-nous tous les détails que je venais de dire quand on a parlé des générations, du début de l'Internet, le terrorisme, la pandémie, tous les messages. Imaginons ces jeunes de tous les différents âges qui ont eu des messages de danger de la pandémie, puis parce qu'à un moment donné, on s'est senti en danger. Alors, tout ça, c'est important. Les millénaires, c'est pas un très grand groupe, c'est 1,8 milliard de personnes, OK? Et la plupart ne sont pas en Europe ni en Amérique du Nord. En fait, 1/8, c'est en Amérique du Nord et en Europe. OK? Ça, c'est important à considérer. La plupart sont en Afrique, en Asie et autres, Latin America. Donc, je veux vous souligner une autre chose très importante dans tout ça. Parce que là, on voit nos millénaires sont très peu ici et en Amérique du Nord. Ça, c'est un point important. Mais encore plus important, et souvent on oublie, c'est que le taux de naissance, le taux de fécondité depuis les anovulants, le taux de fécondité a diminué énormément. Regardez la carte, regardez les places les plus foncées. Ça, c'est où on a 6 à 10
par 1000 femmes qui sont fécondes, qui ont un enfant. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? OK? Je vais vous dire qu'est-ce que ça nous dit. Ça nous dit que nous donnons à cette génération des messages de danger. Nous donnons des messages qui sont super précieux. Il y a une décroissance en intelligence fluide qui arrive, qui affecte la façon que les émotions sont décodées. Et on les traite comme sont précieux. Alors, on regarde les nouvelles le soir, puis on est super stressé parce qu'on se dit, ben, il y aura du danger à l'extérieur, alors reste à l'intérieur. Tiens, joue aux jeux vidéo. Tiens, veux-tu une tablette? Alors, c'est tout ce contexte-là que je voulais vous expliquer parce que c'est vraiment important de comprendre les deux côtés de l'équation. Alors, tout commence ici. Je pense que, Véronique, tu es d'accord que soit on a le cerveau au bout des doigts ou on le porte sur le dos. Hein? C'est soit un, soit l'autre. Alors, quand on est né, à cause du fait qu'on a commencé à marcher sur deux pieds il y a 6 millions d'années, le bassin n'est pas assez grand pour le cerveau qu'on a besoin à la naissance. Donc, au lieu de changer, il n'y a personne qui a expliqué pourquoi, mais le bassin est trop petit pour la tête de l'enfant. Alors, nos enfants, les humains, sont nés moins matures. Leur cerveau est 2/3. C'est comme un gâteau qui est 2/3 cuit. OK? Et pendant les premières années, le réseautage qui doit être fini, la finition, le fignolage est fait de façon qu'il y a à peu près 700 nouveaux réseaux qui sont formés à chaque seconde. OK? Et on arrive à 6 ans, voyez-vous, la densité du réseautage cérébral. Puis ensuite, il y a le principe d'économie du cerveau où on se dit, OK, tu n'as pas besoin de tout ce réseautage. Tout ce que tu n'as pas besoin, on va t'élaguer. Alors, on commence à élaguer vers 7-8 ans, on commence à élaguer. OK? Et tranquillement, ça devient un cerveau extrêmement efficient parce qu'on a les réseaux qu'on a besoin, mais rien d'autre. OK? Tout ça, c'est important parce que moi, je étudie dès la naissance dans une cohorte de 1000 garçons et 1000 filles au Québec nés en 97 et 98, entre le printemps 97 et le 98, et je les regarde grandir. Et pour moi, c'est important parce que ça nous donne une chance d'étudier les facteurs influents sur le développement du jeune. En fait, avoir une cohorte de naissance, c'est fantastique parce que c'est comme une expérience naturelle. Il n'y a pas de manipulation. Il y a certains parents qui vont, par exemple, taper leurs enfants. Il y a certains parents qui vont laisser aller devant la télé pendant que des heures et des heures. Il y a d'autres qui vont dire non, pas de télé. Il y a d'autres qui vont fumer dans la maison. Tout ça, c'est des expériences naturelles. Et dans mon labo, on fait ce genre de travail-là. Alors, voilà le cours de méthodologie scientifique. Et là, je vais vous donner mes théories. Ma théorie la plus importante, c'est celle de Newton, en fait. C'est celle où on dit que faire quelque chose signifie perdre du temps pour autre chose. C'est simplement ça. C'est le principe des vases communicants. Alors, je sais qu'ici en France, vous êtes très, très bons avec ce concept de vase communicant parce que je le vois dans toutes les grandes théories, en chimie, en physique. Je vois tout ça un peu partout. Alors, ça s'applique
quand j'explique ça aux parents, ça s'applique tellement facilement et ça s'explique tellement bien. Alors, dans la première étude, la première, mon Dieu, il y en a plusieurs. On a publié, j'ai mis quelques pages titres des revues parce que il y en a plusieurs. J'ai juste mis quelques-unes qui sont mes préférées dans ce travail-là. Mais nous avons regardé les habitudes télévisuelles chez ces enfants-là entre 2 ans et 4 ans. L'American Academy of Pediatrics et l'Organisation de santé mondiale dit que en bas de 5 ans, c'est pas plus qu'1 heure d'écran par jour. Pas plus qu'1 heure. Parce qu'il y a du réseautage qui est en train de se faire. Puis ce réseautage-là, ça se fait pas juste... C'est en interaction avec des objets, des humains dans la vie. Alors, et en plus, les lignes directrices disent pas d'écran avant 2 ans. Alors, ces enfants-là ont besoin d'interagir avec leur environnement, déchirer du papier, essayer de parler. Ils font exactement comme il y a 2,5 millions d'années, on grognait, eux, ils grognent, puis éventuellement, ils apprennent à parler, etc. Donc, on a regardé dans cette cohorte de naissance, qui est une grande cohorte de naissance, entre 2 ans et 4 ans, les habitudes télévisuelles. Puis les habitudes télévisuelles prédisent directement à 5 ans la préparation pour aller à l'école, donc la maturation scolaire. Il prédit l'embonpoint. Alors, quand on va au-delà d'1 heure par jour, on commence à voir les risques qui augmentent. 2 heures, encore plus grand. 3 heures par jour, encore plus grand. C'est proportionnel. Ce que nous voyons sont moins actifs sur le plan physique. Ils mangent mal, la malbouffe, sont plus accros à d'autres formes d'écran et sont plus aptes. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'à 5 ans, 10 ans, 12 ans et 15 ans, sont plus aptes à être victimes dans leur classe. Donc, victimes d'intimidation, les autres les taquinent, sont insultés par leurs collègues de classe. Puis, ce qui est intéressant, c'est que mes données à 5 ans, 10 ans, 12 ans et 15 ans sont basées sur les enseignants, sur des données auto-révélées, et c'est pas toujours les mêmes enseignants, parce que c'est pas le même enseignant on a à 5 ans et à 12 ans, à 10 ans, etc. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Ils s'insèrent pas très bien dans leur environnement de classe. Une autre chose que j'ai remarqué de façon constante, c'est l'engagement en classe, c'est-à-dire toutes ces fonctions exécutives qu'on a besoin en classe, d'être motivé, inspiré, écouter l'enseignant, travail autonome, s'entendre avec les autres, travailler en équipe, tout ça. On voit ça de façon constante. Et donc, voici toutes je vais mettre ça en icône pour que tout le monde comprenne dans toutes les différentes langues les résultats dans les variables de réponse. Sont aussi moins actifs sur le plan physique. C'est comme qu'ils ont appris la sédentarité à un très jeune âge et que, tu veux que je bouge? Alors, c'est ça qui est difficile pour eux. Ici, on a aussi le contenu télévisuel violent. Contenu télévisuel violent entre 3,5 ans et 4,5 ans. Ce qu'on voit, en fait, j'ai une conférence de presse le 31 octobre pour le 2e, celui à 12 ans. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut prédire dans le temps
Si un enfant a vu beaucoup de violence à la télé, OK, entre 3,5 ans et 4,5 ans, on voit plus de détresse émotionnelle, comportement inattentif, troubles de conduite, retrait social, ainsi que moins d'engagement en classe, moins de rendement scolaire et moins de motivation scolaire. OK? Et ça, c'est à long terme. Alors, ça, il faut qu'on garde ça secret parce qu'il y a la conférence de presse le 31. Alors, s'il y a un journaliste ici, il y a un embargo. Restez jusqu'au 31, à minuit. Donc, ce qui est intéressant dans tout ça à date, juste pour vous faire une autre leçon méthodologique, parce que j'enseigne la méthodologie scientifique, c'est le fait que cette génération de millénaires que j'étudie, qui sont nés en 97, 98, avait un écran. OK? Un écran quand ils étaient jeunes. Il n'y avait pas, ben là, je sors ici, puis là, portable, avec le Wi-Fi, n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quelle application. Et donc, sur le plan méthodologique, le contrôle d'un facteur que je peux au moins contrôler. Alors, souvent, les gens me disent, oui, mais aujourd'hui, je dis oui, alors multipliez mes résultats. OK, parfait. Alors, ici, j'ai quelques étudiants qui font aussi du travail sur le video gaming. Je fais partie d'un consortium, en fait, de video gaming. Au Brésil, en tout cas, et c'est intéressant, les jeux vidéo ont évolué tellement depuis ce temps que les millénaires, depuis que Génération Y est née, parce que maintenant, c'est un univers continu. On peut jouer et le jeu ne termine jamais. OK? Et en plus, c'est très... ils ont des experts qui aident. C'est comme quand on va au gambling puis on va des slot machines. c'est très addictif. On est accro. Alors, dans cette situation, ce que nous voyons, c'est que il y a un facteur continuité et le facteur d'action et d'inspiration et de récompense. Puis on ajoute la violence. Et la violence, on sait que les garçons en particulier, dans cette étude-là, je l'ai établie pour la conférence de presse, je vais en parler, les garçons regardent plus les choses violentes. Les filles aussi, mais si on regarde les garçons regardent plus. Alors, leurs résultats, leur détresse émotionnelle, leur inattention, leur rendement scolaire est affecté plus. Alors là, on retourne aux vidéos. Et ce que nous voyons, c'est que à regarder, on fait d'une année à l'autre pour contrôler beaucoup de choses parce que je fais un genre d'études que je mets tout à 0 à 12 ans en termes de comportement pour statistiquement ensuite regarder l'augmentation en détresse émotionnelle l'année plus tard. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'engagement en jeux vidéo, quand c'est au-delà de les lignes directrices à 12 ans, c'est pas plus que 2 heures par jour d'écran. Donc, si le jeune, il fait plus que 2 heures s'il va au-delà des lignes directrices de temps d'écran avec les jeux vidéo, nous voyons des risques augmentés pour la détresse émotionnelle, la faible concentration et l'agressivité. Et on voit ça surtout chez les garçons, mais les filles, les effets sont significatifs aussi. C'est une conséquence du féminisme, hein? Les filles, aujourd'hui, les filles et les garçons font beaucoup de choses qui sont la même chose. Ici, c'est tout simplement une partie de mon labo qui regarde les risques d'avoir un écran dans la chambre à coucher. Ça, là, c'est mortel. Avoir un écran dans la chambre à coucher, on sait depuis les années 70 que ça tue la vie sexuelle. Ben là, ça tue la vie intellectuelle.
Alors, un écran dans la chambre à coucher du jeune, à 12 et 13 ans, on voit des risques biologiques, plus d'index de masse corporelle, sont mal, il y a la malbouffe, ils ont des risques psychologiques de détresse émotionnelle, des effets sur les symptômes dépressifs, des risques sociaux sur la sociabilité, sont moins sociales, sont plus victimisées et plus d'agressivité. Puis ça, c'est à long terme. Ça, c'est presque 10 ans plus tard. Alors, et rappelons-nous, moi, en termes de méthodologie, j'amène tout le monde à zéro, puis je regarde les risques plus tard. C'est une façon statistique pour vraiment avoir des résultats nets. Ici, on voit que les repas en famille sont en extinction. Il faudrait qu'on se réveille parce que les repas en famille sont importants. C'est quelques études qu'on fait. On a plusieurs études qui se passent en ce moment dans mon labo là-dessus. Au préscolaire, les enfants qui mangent avec leurs parents sont plus aptes à bien réussir à l'école. Alors, ce qu'on voit, c'est que les enfants qui n'expérimentent pas les repas en famille, alors, il y a une corrélation qui est très, elle est inverse avec le risque. Donc, moins de manger avec nos parents, plus de problèmes de risque comme consommer des boissons gazeuses, l'apport alimentaire, il y a des problèmes de comportement qui sont en lien avec ça. Les relations sociales sont affectées. Donc, il y a de quoi que Jacques avait raison. Et dernièrement, pour conclure, mon labo, nous sommes subventionnés par Sport Canada, alors que le gouvernement nous donne de l'argent pour étudier l'activité physique chez les jeunes, parce que c'est quand même une grande partie du développement humain depuis le début. Puis on a parlé tantôt de l'effort soutenu. C'est là qu'on apprend l'effort soutenu, dans les sports, dans l'activité physique. C'est comme qu'on l'oublie, hein? Si on grandit, puis là, on recommence un cours de Zumba, on trouve ça très difficile. C'est parce qu'on a manqué cet effort. C'est une pratique d'effort soutenu. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans les 2000 enfants, on a développé des trajectoires de développement en termes d'activité physique. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a différentes trajectoires d'activité physique entre 6 ans et 10 ans chez ces enfants-là. Et on a vu que ceux qui pratiquent de façon constante un sport ou une activité physique sont, à 12 et 17 ans, sont moins à risque d'anxiété sociale et générale, sont moins à risque pour des troubles de comportement. Ils ont des chances augmentées d'avoir un meilleur engagement en classe, alors les fonctions exécutives. Puis n'oublions pas, hein, la façon qu'on se comporte à la pupitre, c'est la même façon qu'on se comporte au cubicule plus tard, hein, 33 ans plus tard au travail. C'est le même enfant. Je change, mettons, un petit peu de rythme. Et ensuite, on a les notes aussi qui sont associées. Définitivement, l'activité physique pour plusieurs raisons. Parce que ça fournit un environnement positif, parce que ça donne de l'oxygène au cerveau, ça augmente les notes scolaires et les relations positives avec les adultes, parce que souvent, il y a des adultes qui sont là comme instructeurs ou autres coachs qui participent, qui sont influents. Et on a plus de chances d'aspiration académique. Et c'est ça qu'on veut pour la prochaine génération. Je ne suis pas économiste, mais je peux vous dire que chaque enfant qui est né, on veut qu'il devienne un contribuable à la société. Donc, je veux juste terminer avec les lignes directrices de l'OMS sur l'activité physique.
entre la naissance et 1 an, activité physique pour l'enfant sur son ventre, 30 minutes par jour. Temps d'écran sédentaire, 0. OK? Ensuite, sommeil, 14 à 17 heures par jour. Ça, c'est bien. J'aimerais une vie comme ça, moi. Ensuite, entre 1 an et 3 ans, on parle de encore 0 minute d'écran jusqu'à 2 ans pour l'American Academy of Pediatrics, mais pour l'OMS, ils disent 0 jusqu'à 3 ans. 0 temps d'écran. Il y a des parents, c'est intéressant, quand on fait un petit peu de psychoéducation de tout ce que je viens de dire, là, avec le fait qu'on marchait sur 2 pieds et tout ça, et l'intelligence, sont convaincus. Je ne veux plus que mon enfant regarde les écrans, mon jeune enfant. Alors, il y a des choses qu'on peut faire en psychoéducation pour qu'ils comprennent les enjeux. Je veux juste terminer avec les lignes directrices qui sont si importantes. En bas de 5 ans, pas plus qu'1 heure de temps d'écran. Et il faut que nous soyons capables d'élever nos enfants avec une approche psychoéducative où on dit, voici l'horloge, c'est ça, à leur apprendre à s'autoréguler. Et donc, le temps d'activité physique, c'est aussi important. Les enfants ont besoin de au moins 60 minutes par jour d'activité physique à tous les jours à cet âge-là. Donc, quand on regarde les enfants et les adolescents, on voit que les enfants et les adolescents, aujourd'hui, ont trop de temps d'écran et pas assez de temps d'activité physique. Et quand on parle, les lignes directrices sont généreuses, c'est juste dans le sens que on demande 60 minutes par jour d'activité physique. Prendre le métro à Paris, c'est une activité physique, je remarque. Et en même temps, au moins 3 jours par semaine où c'est un petit peu plus vigoureux. Alors, c'est pas la fin du monde, mais il faut qu'on ait une vie équilibrée. Le temps d'écran mange le temps de sommeil. Le temps de sommeil, c'est très important pour le développement du jeune. Donc, on vient de parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Et je serai ici si vous voulez avoir une conversation sur ma spécialité, le TDAH, l'intolérance aux émotions négatives chez les millénaires. Venez me voir, on va jaser là-dessus. Parce que c'est mon travail clinique, je fais beaucoup de travail clinique là-dessus. Alors, pour récapituler, pour une meilleure société de l'avenir, Jacques, il voulait que les parents et les jeunes d'aujourd'hui apprécient l'interaction familiale et sociale, l'activité physique, l'environnement, la nature. Donc, le temps d'écran devrait être utilisé judicieusement. On doit utiliser des stratégies psychoéducatives, même pour les médias sociaux, très tôt, à inculquer des valeurs de sensibilité. Et plus de repas en famille, plus de temps dans la nature, comme Jacques il aurait voulu. Alors, merci beaucoup et on se parlera dans la salle. Merci.